Un pays de 500 000 habitants. Un stade national avec 8 000 places et du gazon synthétique. Et pourtant, ce pays s'apprête à affronter les champions du monde en huitième de finale, invaincus, sans avoir encaissé le moindre but. Si je vous avais dit ça il y a 15 ans, on m'aurait ri au nez. Et c'est exactement pour ça qu'il faut que je vous raconte cette histoire depuis le début. Alors abonnez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts d'oublier ce que ces types ont traversé pour en arriver là. Tout commence sur des îles que personne n'a jamais habitées. Quand les Portugais tombent dessus au large de l'Afrique, il n'y a rien. Pas un village, pas une âme. Alors ils en font un hub. Le hub central de la traite négrière dans l'Atlantique. Des décennies durant, ces îles ne sont qu'un point de passage pour l'horreur. Puis l'esclavage est aboli, et le Cap-Vert devient une colonie qu'on oublie sur une carte, abandonnée à un climat si hostile que la terre elle-même refuse de nourrir ceux qui y vivent. Sécheresse, famine. Et chaque habitant capable de partir finit par partir. Dans ce genre de contexte, personne n'a le luxe de penser au football. Le jour de l'indépendance, la première chose que fait ce peuple, c'est courir jusqu'au stade national pour arracher le drapeau portugais et hisser le leur. Mais même libre, rien ne va vite. Il leur faudra 11 ans avant de simplement rejoindre la FIFA. 8 années de plus avant de disputer leur toute première qualification pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà, sur ce terrain minuscule, il y a un joueur qui refuse de lâcher. Il s'appelle Bubista. Il est capitaine. Pendant 16 ans, un homme porte cette équipe à bout de bras, dans des conditions qu'il résumera un jour d'une phrase glaçante, on n'avait même pas de vrai maillot. Au tournant du millénaire, le Cap-Vert pointe à la 182e place mondiale. Autant dire nulle part. Et pourtant, quand Bubista raccroche les crampons, il ne part pas. Il rejoint le staff, devient l'adjoint du préparateur physique, et lance une révolution silencieuse. Voici l'idée qui va tout changer. Il y a 2 fois plus de Cap-Verdiens hors du pays que dedans. Dispersés partout dans le monde. Nani, Nuno Mendes, Patrick Vieira, Henrik Larsson, même Cristiano Ronaldo, par son arrière-grand-mère. Tous éligibles pour cette sélection minuscule au gazon synthétique. Il ne reste plus qu'à les convaincre. Facile à dire quand on n'a rien à offrir. Mais en 2010, en tenant le Portugal en échec avec 5 titulaires ayant grandi précisément là-bas, ils obtiennent la preuve que ça fonctionne. Et ce n'est rien comparé à ce qui arrive ensuite. Le premier grand talent né et formé sur les îles s'appelle Ryan Mendes. Signé à 18 ans dans le centre de formation du Havre, aux côtés de Pogba et de Mendy, il impressionne tellement vite que le jour où le grand recruteur Steve Walsh se déplace pour l'observer, c'est finalement un certain Riyad Mahrez qu'il découvre à ses côtés. Quelques années plus tard, Mendes est recruté par Lille pour remplacer Eden Hazard, exactement au moment où le Cap-Vert dispute son premier barrage historique pour la CAN, face au Cameroun de Samuel Eto'o. Ce jour-là, leur gardien titulaire se blesse. Il faut lancer un débutant dans le match le plus important de l'histoire du pays. Ce débutant s'appelle Vozina. Ils gagnent. Et sur ce tout premier tournoi, ils atteignent carrément les quarts de finale. Mais leur chance vire au cauchemar presque immédiatement. Quelques mois avant cette CAN, Ryan Mendes se déchire gravement la cheville. Ce quart de finale sera son dernier match pendant 7 mois. 1 an et une opération plus tard, les rumeurs de retraite anticipée circulent déjà, à seulement 24 ans. Pire encore, c'est sans lui que le Cap-Vert doit disputer les qualifications mondialistes suivantes. Et c'est là que l'impensable se produit. Ils battent la Tunisie lors de la dernière journée et décrochent une place en barrage pour le mondial. Le plus grand exploit sportif de leur histoire. Jusqu'à ce que la FIFA débarque. 3 mois plus tôt, la Guinée équatoriale avait été forcée de leur offrir les 3 points d'un match, un de leurs joueurs ayant représenté l'Espagne sans jamais officiellement changer d'allégeance. Sauf que dans ce même match désormais annulé, Fernando Varela avait pris un carton rouge et 4 matchs de suspension. Logique capverdienne, si le match n'a jamais existé, la suspension non plus. Ils le font donc jouer lors du match décisif. La FIFA ne l'entend pas ainsi, annule à son tour cette rencontre, et envoie la Tunisie en barrage à leur place. Du jour au lendemain, le Cap-Vert grimpe à la 27e place mondiale, mais reste hors du mondial. Mais ce n'est pas le plus fou. L'année suivante, ils deviennent officiellement la meilleure sélection africaine du classement FIFA, battent le Portugal 2-0, terminent invaincus dans leur groupe de CAN malgré un match disputé en pleine tempête tropicale, et échouent quand même à passer les phases de groupe en phase finale. Bubista s'éloigne pour prendre de l'expérience en club. Sans lui, le Cap-Vert rate le mondial suivant, se prend 4 buts par le Burkina Faso, et leur projet de recrutement passe alors en surchauffe totale. Ils dénichent Jamiro Monteiro, né aux Pays-Bas, qui évolue en 2e division néerlandaise sous les ordres d'un jeune entraîneur inconnu nommé Arne Slot. Ils dénichent Nuno da Costa, ancien espoir du Sporting tombé jusqu'en 5e division amateur française à 24 ans, juste avant qu'il n'explose et ne s'envole vers la Premier League 4 ans plus tard. Mais s'il y a une trouvaille qui résume le niveau de désespoir de l'époque, c'est celle-ci. Une nuit, en cherchant frénétiquement le moindre joueur ayant une goutte de sang capverdien, le sélectionneur Rui Aguas tombe sur le profil LinkedIn d'un défenseur central du Shamrock Rovers. Il lui envoie un message. Ce joueur s'appelle Pico Lopes, né et élevé à Dublin, et il ne parle pas un mot de portugais. Il pense que le message est un spam et l'ignore complètement.
Ce n'est que 9 mois plus tard, parce que le sélectionneur insiste encore et encore, que Pico copie enfin le message dans Google Traduction. Et malgré ça, le Cap-Vert échoue encore à se qualifier pour la CAN. Il n'y a plus qu'une solution. Convaincre Bubista d'accepter le poste de sélectionneur pour de bon. Sa première décision est radicale, le créole devient la seule langue autorisée dans le vestiaire. Même les joueurs qui ne le parlent pas doivent l'apprendre. Une manière imparable de rappeler à chacun pour qui il joue vraiment. Et ça fonctionne, puisqu'en pleine pandémie, ils battent l'équipe olympique du Brésil, retrouvent immédiatement le chemin de la CAN, et atteignent les huitièmes de finale malgré une intoxication alimentaire collective survenue dans 2 hôtels différents. Mais leur route reste semée d'embûches. À une victoire des barrages mondialistes après 8 ans d'attente, leur défenseur Stephen Fort offre un but à le Nigeria dès la première minute. Il n'arrache que le match nul. Personne n'aurait versé une larme ce jour-là s'il avait su que ce match nul allait ouvrir une ère dorée. Pour la CAN suivante, Bubista rassemble la meilleure génération que le pays ait jamais produite. Jovan Cabral rejoint enfin la sélection après l'avoir longtemps snobé en espérant une convocation du Portugal, alors que Ruben Amorim venait de le qualifier de joueur le plus important du Sporting lors de leur premier titre de champion en 14 ans. Gilson Banchimol, lui, avait attiré l'intérêt de l'AC Milan et de la Juventus en jeune, avant de tout quitter pour la Russie. Il deviendra le premier joueur de l'histoire capverdienne à inscrire un triplé pour sa toute première titularisation. Et surtout, Bubista arrache 2 changements d'allégeance retentissants, Steven Moreira et Logan Costa, 2 anciens internationaux français chez les jeunes. Le premier en route pour devenir le meilleur défenseur de la MLS, le second sur le point de signer à Villarreal contre 18 millions d'euros, devenant instantanément le joueur capverdien le plus cher de l'histoire et le seul du groupe évoluant dans un top 5 championnat. Mais mon préféré de cette génération reste De Roy Duarte. S'il a commencé le football, c'est uniquement parce que son frère Laro avait été repéré par l'académie du Sparta Rotterdam. Sauf que c'est finalement lui, le petit frère, qui devient le plus grand talent des deux, au point de pousser désormais son propre frère à se dépasser. Dès sa première convocation, il déclare ne pas concevoir un seul tournoi sans son frère à ses côtés. Et à peine quelques mois plus tard, sans avoir jamais joué le moindre match officiel pour le Cap-Vert, Laro reçoit sa première convocation, in extremis, pour cette même CAN. À ce stade, la sélection compte 25 joueurs nés dans 6 pays différents, évoluant dans 25 clubs répartis sur 16 championnats. Leur forme finale est atteinte. Ce tournoi devient leur premier grand avertissement au monde entier. Placés dans un groupe avec le Ghana, l'Égypte et le Mozambique, ils terminent premiers, invaincus, avant d'éliminer la Mauritanie en 8e. Ils atteignent les quarts de finale, leur meilleure performance historique, mais ne parviennent pas à marquer contre l'Afrique du Sud malgré 25 tirs tentés. La séance de tir au but tourne au calvaire. Le gardien sud-africain Ronwen Williams en arrête 4 à lui seul, et malgré un arrêt de Vozina et un tir manqué côté sud-africain, le Cap-Vert s'incline. La déception est si lourde que Vozina, tout comme le vétéran Stopira, annonce sa retraite internationale dans la foulée. Une erreur pour les deux. Sans eux, l'équipe s'effondre totalement. Ils ne passent même plus les qualifications pour la CAN suivante, terminant dernier de leur groupe avec une seule victoire en 6 matchs. Il faut des mesures désespérées. D'abord, plusieurs joueurs convainquent Vozina, alors âgé de 40 ans, de revenir sur sa décision. Puis arrive Sidney Cabral, né aux Pays-Bas, passé en 3 ans seulement de la 5e division allemande à un contrat sous les ordres de José Mourinho, et Telmo Arcanjo, sur le point de remporter la Coupe de la Ligue portugaise avec Vitria Guimarães après 14 mois d'absence sur blessure. Et là, 6 journées à peine dans les qualifications mondialistes, le Cap-Vert se retrouve en tête de son groupe. Mais voilà le piège, avec l'élargissement du mondial à 48 équipes, seule la première place garantit une qualification directe, sans passer par les barrages que la FIFA leur a déjà arrachés une fois. Et leur prochain adversaire, c'est justement le Cameroun, 2e du groupe, la seule équipe à les avoir déjà battus. Pour ne rien arranger, Logan Costa, leur joueur le plus précieux, se déchire de nouveau les ligaments croisés. Des mesures désespérées, encore. Après Vozina, il rappelle aussi Stopira, 38 ans, non pas pour reprendre sa place de titulaire, confié à Diné Borges, mais parce que, comme Vozina aime le répéter, leur force vient de la façon dont ils se traitent comme une vraie famille. Et qu'est-ce qu'une famille, sinon une génération qui en guide une autre ? Ce jour-là, en première mi-temps, c'est Delon Livramento, 24 ans, cousin de Logan Costa lui-même, qui récupère un ballon au milieu de terrain et traverse tout le camp adverse pour inscrire peut-être le but le plus important de l'histoire du pays. Presque poétiquement, après un but injustement refusé lors de la rencontre suivante, repoussant leur qualification jusqu'à l'ultime journée, c'est Stopira qui finit par inscrire le but décisif. Le Cap-Vert est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Pas grâce à un élargissement du format, mais parce qu'ils ont prouvé, noir sur blanc, qu'ils étaient les meilleurs. Un supporter déclara aux journalistes ce jour-là qu'il s'agit de la plus grande chose jamais arrivée au Cap-Vert. Il n'avait clairement aucune idée de ce qui allait suivre. Le monde entier doutait d'eux, se demandant comment une sélection n'ayant affronté que le Portugal et l'Iran parmi les nations non africaines pourrait tenir tête à qui que ce soit sur la scène mondiale. Et pourtant,
Vozina dans la forme de sa vie, une défense qui bat le record du tournoi du plus faible nombre de fautes commises sur un match nul arraché face à l'Espagne, puis une victoire pleine d'audace offensive contre l'Uruguay. Invaincu, direction les huitièmes de finale, face aux champions du monde en personne. Alors non, plus personne ne devrait encore douter de ces types venus d'un archipel de 500 000 habitants et d'un stade en gazon synthétique. Et vous, dites-moi en commentaire quel moment de cette histoire vous a le plus retourné, et si vous voulez la suite du feuilleton une fois ce huitième de finale disputé, allez jeter un œil à la vidéo juste à côté.